puis on va pouvoir accueillir les gens en ligne. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue aux gens qui sont à la maison. Bienvenue à nouveau aux gens qui sont en salle. Donc, tout à l'heure, on avait une quarantaine de personnes en salle. Donc là, je vais vous recompter tout à l'heure. Pour les gens en ligne, on a 87 personnes en ligne. Donc, tout d'abord, je tiens à m'excuser là, pour le retard qu'on a pris. Et puis, les gens qui étaient en ligne, qui n'ont pas pu se brancher parce que le webinaire, on n'a pas pu l'ouvrir. On a eu un petit problème technique avec Zoom. Donc, les gens se demandaient ce qui se passait. Donc, bienvenue. On va essayer d'aller rondement. Alors, je me présente à nouveau, Marie Lagier, chef d'équipe aux consultations publiques. J'ai le plaisir d'animer la deuxième séance de consultation publique qui porte sur les modifications au règlement d'harmonisation sur l'urbanisme concernant cette fois l'hébergement touristique collaboratif associé à un logement. Donc, c'est le RVQ 3251. Je suis accompagnée, toujours à ma gauche, je la représente puisqu'il y a des gens en ligne qui n'étaient pas là tantôt avec nous. Donc, Mme Mélissa Coulombe-Leduc, qui est membre du comité exécutif responsable de l'urbanisme et du patrimoine. Et à ma droite, j'ai M. Guillaume Langevin, qui est conseiller en urbanisme au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Ensuite, j'ai Caroline Tremblay, qui est conseillère en urbanisme dans le même service. Et M. David Dionne, qui est directeur de la division du contrôle du milieu à la gestion du territoire. Donc, c'est eux qui vont vous faire la présentation dans quelques instants. Pour les gens en ligne, vous allez pouvoir poser vos questions avec l'outil QR ou alors lever la main si vous n'avez pas la capacité de poser votre question par écrit. Par contre, je vous demanderai d'attendre la fin de la présentation avant de poser vos questions parce qu'on a du contenu à vous présenter. Peut-être que vous trouverez réponse à vos questions. Si vous avez des commentaires, vous pourrez aussi le faire par l'outil QR ou m'envoyer un courriel là, qui est au bas de la page web de la consultation. Alors, avant de vous expliquer la suite des consignes et du déroulement, je donne la parole à Mme Coulombe-Leduc pour quelques mots de bienvenue. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens qui sont avec nous en ligne. Donc, deuxième proposition de modification de notre règlement sur l'urbanisme ce soir. Cette fois, c'est pour introduire la notion de certificat d'autorisation pour l'hébergement touristique de type collaboratif. Donc, je vais laisser là, les équipes aller dans le volet plus technique, puis peut-être nous remémorer qu'est-ce que c'est l'hébergement touristique collaboratif. Mais en gros, la raison pour laquelle on fait cette proposition-là, c'est qu'on pense, entre autres, que ça va nous permettre d'effectuer un meilleur contrôle sur notre territoire de cette pratique-là. Aussi, notamment parce qu'on va exiger des preuves, je dirais quand même assez béton, afin de prouver qu'est-ce qu'une résidence principale, afin de prouver que c'est on parle d'une résidence principale, pardon, je m'excuse. Aussi, ça va nous permettre, on pense, d'avoir une meilleure connaissance, puis un meilleur portrait de l'hébergement touristique collaboratif sur notre territoire. Donc, je m'arrête ici. Il va y avoir une présentation qui va venir vraiment nous expliquer sur le volet technique, puis nous rappeler, là, entre autres, ce que c'est l'hébergement touristique collaboratif, parce qu'on le mélange souvent avec l'autre type. Donc, voilà. Parfait. Merci, Mme Coulombe-Leduc. Donc, on aura une présentation d'environ une quinzaine de minutes, puis ensuite, on prendra le temps de répondre à vos questions et entendre vos commentaires. Alors, je donne la parole à M. Guillaume Langevin pour le début de la présentation. Donc, merci. Donc, je vais débuter la présentation. Donc, au niveau du plan de présentation, donc, on va débuter avec une mise en contexte qui sera suivie des modifications réglementaires, soit les dispositions qui sont concernées par la modification réglementaire. Le processus est suivi, donc notamment le processus pour faire la demande de certificat d'autorisation et finalement les prochaines étapes pour mener à l'entrée en vigueur du règlement en question. Donc, un rappel qu'aujourd'hui, on parle d'hébergement touristique collaboratif. Qu'est-ce que l'hébergement touristique collaboratif? C'est un usage associé à un logement qui est autorisé sur tout le territoire. Au niveau des conditions qui sont requises, bien, ce qui est la nouveauté d'aujourd'hui, c'est d'obtenir un certificat d'autorisation qui sera renouvelable annuellement. C'est bien sûr, quand on parle d'hébergement touristique, ça va être un court séjour, donc c'est 31 jours ou moins. Ça se réalise dans la résidence principale du propriétaire ou du locataire pour une seule chambre ou le logement dans sa totalité pour un seul groupe de voyageurs à la fois, pour un maximum de 90 nuitées par année.
Si on veut bien là, différencier avec le volet commercial, qu'on appelle l'hébergement touristique commercial, ben, c'est un groupe d'usage qu'on appelle le C10, qui est autorisé dans certaines zones seulement sur le territoire de la Ville de Québec. Au niveau des conditions, ça nécessite aussi d'obtenir un certificat d'autorisation, mais que celui-ci n'est pas annuel tant qu'on maintient les conditions, on va dire le nombre d'unités, le même type d'usage, il n'y a pas de renouvellement qui est nécessaire. Bien sûr, c'est de l'hébergement également, donc c'est de court terme, 31 jours au moins. Et bien sûr, il faut respecter le zonage puisque ce n'est pas autorisé sur l'ensemble du territoire, mais seulement dans certaines zones. Donc, la question de l'hébergement touristique, c'est une responsabilité qui est partagée en diverses entités distinctes. Tout d'abord, il y a la CITQ, la Corporation de l'industrie touristique du Québec, qui est un mandataire du ministère du Tourisme, dont son rôle, c'est de gérer l'enregistrement des établissements d'hébergement touristique. De suivi de Revenu Québec, dont l'objectif est de réaliser des inspections pour veiller au respect des règles en matière d'hébergement touristique et de fiscalité. Donc, autant au niveau de la loi sur l'hébergement touristique, de la loi sur l'administration fiscale. Parce qu'on sait que les règles fiscales sont différentes entre un usage commercial qu'un usage accessoire là, en résidence principale. Pour la Ville de Québec, elle a divers rôles, notamment de délivrer les certificats d'autorisation en conformité avec sa réglementation d'urbanisme, de contrôler la conformité d'usage d'hébergement touristique exercé et bien sûr d'assurer le respect de la réglementation municipale, notamment en regard là, au bruit et les nuisances. Rapidement, un petit historique de l'hébergement touristique collaboratif. C'est quand même une notion qui est récente. Le tout là, a débuté là, en 2017 par la constitution d'un groupe de travail dont le mandat était de formuler des recommandations sur l'encadrement de l'hébergement touristique. Celui-ci a été constitué là, face à l'émergence de nouvelles offres d'hébergement et notamment là, par l'importance que prenaient les plateformes en ligne, notamment Airbnb. En 2018, ce groupe de travail a déposé là, ses recommandations, dont les principales, c'était de distinguer l'hébergement touristique collaboratif, le sujet d'aujourd'hui, de l'hébergement touristique commercial. Ce qu'il faut savoir, à ce moment-là, l'hébergement touristique collaboratif, ça n'existait pas. Là, ça ne faisait pas partie des notions, des définitions. Il y avait aussi l'objectif d'autoriser l'hébergement touristique collaboratif partout sur le territoire sous certaines conditions, puisque c'était une pratique qui était déjà exercée sur le territoire, de réévaluer l'encadrement réglementaire de l'hébergement touristique commercial et finalement de doter la Ville d'outils de suivi et de contrôle. Donc, en 2019, il y a eu l'entrée en vigueur du règlement 2730. Donc, qui visait justement la mise en place du cadre réglementaire en matière justement d'hébergement touristique collaboratif sur le territoire de la Ville de Québec. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est un usage associé à un logement, donc en lien avec la résidence principale. Et ça, il est autorisé sur l'ensemble du territoire lorsqu'on exerce justement l'usage principal de logement, le H1 logement, comme on appelle communément dans notre réglementation de zonage. Ce règlement-là aussi procédait au fusionnement, à fusionner les établissements hôteliers et les résidences de touristes dans un même groupe d'usage C10 pour viser une simplification parce qu'il y avait notamment les distinctions à l'époque. C'était que lorsqu'il y avait une unité qui avait des unités de cuisine complètes, mais ça rentrait dans l'une d'autre des groupes d'usage qui pouvaient être mêlants là, pour un établissement qui souhaitait disposer de tel équipement là, pour ces unités. En 2020, il y a eu l'entrée en vigueur du cadre réglementaire provincial qui visait justement l'établissement d'hébergement touristique collaboratif. Au niveau provincial, les termes sont différents. Là. Au niveau provincial, on parle d'établissement de résidence principale, donc c'est l'équivalent de collaboratif pour la Ville de Québec. Donc, on est venu mettre en place cette nouvelle catégorie d'établissements-là qui n'existait pas auparavant. Donc, c'est venu avec l'obligation de détenir une attestation de classification, ce qu'on appelait anciennement les étoiles, mais qui a été remplacé par le numéro d'enregistrement délivré par la CITQ, la Corporation de l'industrie touristique du Québec, depuis septembre 2022. C'est un changement qu'il y a eu au niveau provincial. Au niveau de la situation actuelle, donc, le constat, c'est que, comme vous avez pu voir, on a mis en place ce cadre réglementaire en 2019, tout juste avant la pandémie.
La conséquence de la pandémie, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un creux au niveau de l'industrie touristique qui a été marqué en 2020, en 2021. On pourrait dire que l'industrie a marché au ralenti. Il y a eu une certaine reprise en 2022 et la tendance s'est confirmée en 2023. Il s'avère aujourd'hui qu'il est nécessaire là, de resserrer le contrôle et que le suivi difficile de l'hébergement touristique illégal en l'absence d'une autorisation municipale sur l'hébergement touristique collaboratif. Donc, de pouvoir avoir un meilleur portrait et de pouvoir exercer un meilleur contrôle là, au niveau municipal, ça va pouvoir aider là, à contrer l'offre illégale. Comme on le disait, là, on est en contexte de créer du logement. L'offre illégale exerce une pression sur les logements, notamment dans les quartiers centraux. On en parle, puis je pense qu'on a été obligé, là, justement, lors de la présentation précédente, que le taux d'inoccupation des logements est très bas actuellement sur le territoire. Actuellement, il y a uniquement 0,9 % de disponibilité des logements à l'échelle de la Ville de Québec. Il faut savoir que quand on parle de taux d'équilibre, c'est 3 %. Donc, on est en deçà du taux d'équilibre recherché là, pour pouvoir assurer une offre là, satisfaisante. On vise également un renforcement de la réglementation municipale en matière d'hébergement touristique. Bien, ce renforcement-là, ça figure parmi les 20 actions qui sont identifiées dans le plan de mise en œuvre accéléré de la vision de l'habitation de Québec. Donc, justement, de lutter contre l'offre illégale pour permettre de remettre des logements, notamment sur le marché. Et finalement, l'un des objectifs du plan, justement, global là, de la mise en œuvre accélérée de la vision de l'habitation, c'est d'augmenter le plus rapidement possible le nombre de logements disponibles à Québec. Alors, on va juste attendre que le micro soit allumé pour vous. Oui, c'est bon. C'est bon. Près du micro. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, on est ici ce soir pour l'adoption, pas l'adoption, mais la consultation publique du règlement modifiant le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à l'hébergement touristique collaboratif associé à un logement qui porte le numéro RVQ 3151. Donc, les modifications réglementaires, ce qu'on vous soumet ce soir, c'est, premièrement, la première raison, c'est qu'on veut démontrer que le logement visé constitue la résidence principale. Donc, pour ça, on va venir modifier la définition de résidence principale pour ajouter des précisions sur l'attestation du lieu de résidence. Et l'autre modification, on veut s'assurer d'un meilleur contrôle de l'hébergement touristique associé à un logement. Donc, pour ça, on va venir exiger un certificat d'autorisation pour exercer cet usage. Donc, je cède la parole à mon collègue. Mon tour. Micro, ça Oui, fonctionne? c'est bon. Merci. Alors, de mon côté, je vous présente globalement le processus qui va devoir être suivi pour déposer une demande de certificat d'autorisation. Tout ça va passer par le 3.1 pour faciliter la chose. Il n'y aura pas de formulaire à remplir, donc les gens vont devoir contacter le 3.1, mentionner qu'ils souhaitent enregistrer une demande de certificat d'autorisation pour opérer ou exercer un usage associé d'hébergement touristique collaboratif dans leur résidence. Le processus va s'enclencher à partir de là. La demande va être transmise à la bonne unité là, qui est responsable de faire le travail, de faire l'analyse. Alors, la gestion du territoire, en l'occurrence, qui est responsable de ce volet-là. Et à ce moment-là, il y aura une communication qui sera transmise au demandeur, au citoyen ou à la citoyenne qui va faire la demande pour obtenir la preuve. Donc, on parle ici d'un document officiel du gouvernement provincial ou fédéral, mais dans les faits, comme Mme Colombe-Leduc le précisait d'entrée de jeu, c'est un document qui va devoir être béton, qui va devoir certifier que la personne est réellement dans sa résidence principale. Alors, les seuls documents qui seront exigés, ce sont les avis de cotisation provinciales ou fédérales. Ce sont les documents qui vont servir donc de preuve pour s'assurer que la personne habite réellement cet endroit-là. L'explication sera bien indiquée là, dans le site Internet. Là. On est prêt d'ailleurs à lancer ça là, aussitôt que les démarches seront avancées, que les consultations publiques seront terminées, que le règlement sera adopté. Toutes les informations vont être déposées sur le site Internet de la Ville et il y aura la façon d'ailleurs de caviarder, donc de biffer ou de retirer les informations qui sont de nature confidentielle. Alors, on va demander ces documents-là, mais en précisant bien
lesquelles informations sur ces documents-là on souhaite conserver, obtenir pour en faire la validation, puis toutes les autres informations qui sont de nature confidentielle pourront être retirées. Ça sera bien expliqué. Le coût de la demande sera de 250 $. Donc, c'est une demande de changement d'usage, c'est une demande de certificat d'autorisation d'usage, au même titre qu'une autre demande de changement d'usage sur le territoire, que ce soit du commercial, que ce soit un usage associé, que ce soit un usage temporaire. Tout est au même coût. C'est la nouvelle grille tarifaire de 2024 pour les permis. Alors, on est à 250 $ et c'est valide pour une durée de 12 mois. Mon collègue, M. Langevin, l'a mentionné. Alors, ce sera à refaire et à réobtenir à l'échéance du 12 mois, une fois le permis ou le certificat d'autorisation délivré. Petite précision, révocable en cas de non-condition, non-respect des conditions d'exercice plutôt. C'est un processus d'inspection. Alors, ce sera possible, même une fois le CA délivré, lorsque des vérifications seront faites sur place et on aura des signes où on aura finalement des témoignages, ou peu importe la nature là, de la situation, on pourra à tout moment d'inspection révoquer les certificats d'autorisation qui auront été délivrés si certaines des conditions ne sont pas respectées ou ne sont plus respectées. Alors, c'est un élément là, qui est important de mentionner dans le projet de règlement qui est proposé ce soir. Sinon, on termine avec l'échéancier. Alors, j'en ai parlé rapidement tantôt. Consultation publique ce soir, adoption du règlement avec les modifications si requis le 19 mars, donc dans un mois. Puis l'entrée en vigueur, si tout se déroule comme prévu, là, quelque part en avril, début d'avril 2024. Les dates précises ne sont pas encore connues, évidemment, mais ça devrait entrer en vigueur à cette période. Voilà, c'est ce qui termine la présentation. Parfait, merci beaucoup. Alors, je rappelle que la séance de ce soir est enregistrée et donc dès demain, en fait, la présentation PowerPoint est déjà en ligne sur la page web et puis dès demain, on versera l'enregistrement. On a eu des problèmes techniques, donc je suis consciente qu'il y a des gens qui se sont joints à nous peut-être en retard, évidemment, parce que vous ne saviez pas qu'on avait pu finalement débuter la séance. Donc, pour les gens en ligne, si vous voulez réécouter, ça sera possible de le faire là, dès demain et me transmettre vos questions ou commentaires par courriel. Donc, je vous explique comment on va fonctionner. Donc, comme pour la première consultation, on va alterner entre la salle et les personnes en ligne pour les questions ou commentaires. En salle, il faut que vous veniez au micro pour qu'on puisse vous entendre. En ligne, on va lire les questions que les gens nous écrivent par écrit. S'il y a des gens qui ne sont pas en mesure de taper leurs questions, à ce moment-là, vous pourrez lever la main. S'il y a des gens par téléphone, il faut faire étoile 9 pour lever la main et étoile 6 pour ouvrir le micro, mais on vous donnera les consignes. Pour l'instant, on a 4 personnes qui ont posé des questions ou écrit des commentaires en ligne. Puis en salle, j'ai une dizaine de personnes. Donc, on va alterner. Puis s'il y a plus de gens en salle, on prendra plus de gens au micro. Puis on alternera avec moins en ligne si on a moins de gens en ligne. Puis en ce moment, on a 96 personnes qui assistent en ligne et 35 personnes en salle. Alors, bienvenue, bonsoir. Monsieur Abitbol, je vous invite à nous dire à quel titre vous intervenez. Moi, je vous connais, mais les gens dans la salle puis en ligne ne vous connaissent pas. Oui. Oui. Du quartier Saint-Jean-Baptiste.
Alors, OK. Alors, juste par rapport aux questions, là, j'ai compris que vous faisiez référence au permis pour les animaux, là, les chats, mais là, ce soir, c'est l'hébergement touristique. Donc, vous vouliez comparer les tarifs des deux. Je n'ai pas bien compris le lien avec les chats. La police du chat. D'accord. OK. 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 D'accord. OK. Alors, est-ce qu'on, juste par rapport le besoin de contrôle pour l'hébergement touristique versus les chats, Madame Peut-être Coulombe-Leduc? commencer, Oui. si M. Dionne veut compléter, ça me fait plaisir. Ben, je vais peut-être mentionner, bon, pourquoi je veux vous rassurer, en fait, là, d'entrée de jeu, ma collègue Mme Dussault a effectivement mentionné qu'il n'y aurait pas de police du chat. Mais par contre, il y a, là, je vais mettre des guillemets, police de l'hébergement touristique. On a des inspecteurs qui sont dédiés à la Ville de Québec à vérifier si l'hébergement touristique se fait dans les règles de l'art et à faire des enquêtes quand ça ne l'est pas fait. Et d'ailleurs, quand on a introduit la première fois la notion de certificat d'autorisation dans le cadre du budget 2024 en décembre dernier, on proposait en parallèle de l'introduction de cette tarification-là, de venir augmenter l'équipe d'inspecteurs de 2 inspecteurs. Donc, et pourquoi 250 $? Ben, c'est entre autres parce qu'on vient bonifier l'équipe, parce qu'on pense aussi qu'en termes de temps ressources de nos équipes pour traiter, ben, il y a ça. Puis l'autre chose aussi, je vais peut-être mettre les choses en perspective, 250 $ actuellement à la Ville de Québec, c'est le coût moyen d'une nuitée en hébergement touristique. Donc, on remet les choses en perspective. Je ne sais pas si M. Dionne veut compléter. Je n'ai rien à ajouter. Parfait, merci. Alors, on a plusieurs personnes en file et puis en ligne, il y a également beaucoup de questions. Donc, je vais prendre une deuxième question en salle, puis ensuite, on va aller en ligne pour plusieurs questions. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Mon nom est Robert Rousse, citoyen de Saint-Roch. J'ai un titre de citoyen. Vous avez abordé un peu le sujet, mais la surveillance dans le cas de l'hébergement collaboratif dans ce secteur-là spécifique, est-ce que la Ville va agir sur plainte ou il y a une équipe de recherche des Wise Kids qui sont capables de naviguer sur l'Internet et de les trouver, ceux qui n'ont pas de permis? Votre position là-dessus? Oui, alors, Monsieur Dionne, Oui, je peux oui. y répondre. Ben, écoutez, on a déjà des Wise Kids dans l'équipe qui s'assurent de faire ce contrôle-là. Évidemment, on intervient aussi en inspection, en intervention, en dépistage, mais également sur les requêtes. Donc, on est sur les deux plans. Évidemment, vous le savez, les plateformes, que ce soit Airbnb, VRBO, peu importe les noms qu'on utilise, là, souvent, les adresses sont difficiles à connaître, précises. Alors, on doit effectivement faire un travail de recherche, d'enquête pour réussir à mettre le doigt ou en fait, mettre la main sur l'adresse en question. Alors, quand les gens nous transmettent des requêtes et qui en profitent pour nous transmettre les liens de ces plateformes-là, c'est réellement aidant pour nous. On fait le travail en dépistage, mais ça prend un temps énorme. Alors, quand les gens sont capables de nous transmettre l'information, c'est d'autant plus facile pour nous d'intervenir. Mais on le fait sur les deux plans pour répondre à votre question. Bon, est-ce que les gens, vous dites, vous avez des enquêteurs, est-ce que les pouvoirs de ces enquêteurs-là, quels sont les pouvoirs? Est-ce que c'est ceux qui sont donnés, exemple, à un officier de la paix, un agent de la paix qui peut être dans une chose spécifique? Là, je ne parle pas que c'est un policier, mais il y a des gens qui sont assermentés pour faire des choses. Est-ce qu'ils vont avoir aussi vous parlez de pouvoir d'enquête
pouvoir d'enquête, ça ne va pas juste aussi essayer de. On peut faire des schemes. Hein? On appelle, on réserve l'hébergement, on fait la démarche, puis on pogne la personne. Là. Pas juste, parce que c'est sûr, si je vais sur le site, je n'ai pas nécessairement l'adresse, mais quand je rentre en contact puis je fais une démarche, puis ça peut faire partie des démarches d'enquête. Est-ce que vos enquêteurs auront ces pouvoirs d'enquête-là? Ils les ont déjà. Nous, vous avez peut-être suivi un peu dans le passé les différentes décisions qui ont été qui ont émané par exemple, de la Cour municipale. Là, je vais donner cet exemple-là. Il y a deux choix, il y a deux possibilités. Soit on joue sur l'offre, soit on intervient sur l'offre qui est proposée, soit on intervient carrément sur l'usage comme tel qui est fait de façon illégale. Alors, on a ces deux possibilités-là. Vous avez raison. Idéalement, on essaie d'y aller sur l'offre. Ça évite d'engager des sommes, de dépenser une nuit qu'on n'ira pas, évidemment, exercer. Quand on est capable d'y aller seulement sur l'offre, on a l'information, puis on peut faire le travail d'inspection nécessaire. Par contre, au besoin, quand c'est nécessaire, effectivement, on va réserver, puis on n'ira pas, on n'exercera pas la nuitée comme telle, là, mais on va faire le travail pour avoir l'usage, pour faire la démonstration que l'usage est fait de non-conforme. Donc, c'est deux façons de procéder, mais l'une est plus lourde, puis nécessite des moyens différents par rapport à la première. Parfait, merci. On va poursuivre avec des questions en ligne. Donc, Daniel, je te demanderai de nous lire peut-être 2 ou 3 questions en ligne, s'il te plaît. Très bien, donc je commencerai avec Alexandre Vaillancourt. Concernant l'hébergement touristique, je me demandais si les échanges de maisons, comme avec Home Exchange, étaient couvertes par cette définition, car cela ne semble requérir une licence à l'Office du tourisme. Donc, l'Office du tourisme ne semble pas intervenir pour les échanges de maisons. Qu'en est-il de la réglementation municipale? Alors, M. Dion? Je peux Oui. y aller. Alors, Home Exchange, c'est quand on lit la loi, là, donc je vous réfère au provincial dans ce cas-ci, là, la loi sur l'hébergement touristique, on dit réellement dans le premier article que ça doit être avec échange de moyens, là, un échange de sous, je veux dire. Donc, il faut qu'il y ait un paiement, un échange d'argent. Tandis que, bon, alors, Home Exchange, ce qui arrive souvent, c'est des, je dirais pas toujours, mais c'est souvent des locations à plus long terme. Donc, les gens vont se déplacer d'un pays à l'autre, vont faire 3 semaines, parfois un mois et demi. Donc, si on est dans de la longue durée, 31 jours et plus, ça ne s'applique pas. Ce n'est pas de la courte durée, on s'entend. Puis pour la courte durée, ben, c'est des gens qui vont remplacer le propriétaire, tandis que le propriétaire a quitté, est allé à un autre endroit. Donc, les nuisances relatives au bruit, aux matières résiduelles, aux nuisances par rapport aux déchets, là, ben, c'est généralement beaucoup moindre. On n'en entend pas parler parce que les gens sont davantage respectueux, sachant qu'ils s'installent à un endroit plus longtemps que juste 2-3 jours, une semaine. L'impact est différent. Ce n'est pas les cas qui font qu'on reçoit des requêtes sur lesquelles on doit intervenir. Mais pour répondre à la question, autant au provincial qu'au municipal, ce n'est pas un élément qui sera assujetti au CA, ce n'est pas de la courte durée comme on l'envisage. Puis, M. Dion, juste pour préciser, Home Exchange, ça fait référence aussi à échange de maison. C'est ça. Donc, on comprend que c'est comme un prêt là, de maison entre particuliers qui se prêtent leur maison. Là. Exactement. OK. Parfait. Donc, c'est Très pour ça bien. que c'est peut-être pas aussi considéré. OK. Merci. Merci On continue, Daniel, beaucoup, avec oui. une autre question. Oui, Je poursuis en avec ligne. une question de Jacqueline Bouchard. Dans le cas où une personne est propriétaire et réside dans un appartement d'un bloc qui en compte 3 ou 4, comment vérifier que les autres appartements ne sont pas offerts en logement locatif à court terme? Alors, comment vérifier que les autres appartements dans le bloc ne sont pas offerts en hébergement locatif à court terme, en hébergement touristique à ce moment-là? Alors, c'est peut-être juste à répondre avec la réglementation, là, oui. Bien, comme on disait, c'est sûr que c'est autorisé actuellement partout sur le territoire de faire du collaboratif. En fonction des paramètres qui ont été mentionnés, là, c'est 90 jours maximum. Et aussi, il faut qu'il obtienne son numéro d'autorisation de la CITQ. Et en fonction des normes, il faut qu'il soit affiché autant sur les plateformes et aussi à l'endroit où il fait la location. Fait que c'est les moyens de pouvoir le voir visuellement, là, ces deux moyens-là. Mais ça, on s'entend que c'est dans le cadre d'un logement à titre d'usage associé. Donc, c'est exercé accessoirement.
et un maximum de 90 nuitées. Et puis, il faut que ça soit la résidence principale de la Oui, personne. effectivement, toujours la résidence principale. Parfait. On peut prendre une autre question en ligne, Daniel? Oui, Diane Boudreau demande combien de personnes à la ville sont affectées actuellement à l'inspection de l'hébergement touristique collaboratif et combien le seront dans le futur? Donc, il y a une question semblable qui avait été posée tantôt par M. Rousse, mais on n'avait pas mentionné de ressources précisément. Monsieur Ben, Diane? oui, actuellement, je dirais il y a au moins 4 personnes qui font ça, mais disons à temps partiel à travers d'autres tâches, là. Mais comme le mentionnait bien Mme Coulombe-Leduc, là, il y a 2 personnes qui vont s'ajouter là, très prochainement et qui feront ça à temps plein. Alors, ce sera un groupe d'environ 5 à 6 personnes là, qui mettront la main à la pâte, sans compter les autres membres de mon équipe là, qui peuvent faire l'inspection sur ces sujets-là, là. Alors, il y a un SWAT team, je vous dirais, là, je fais un anglicisme, là, mais pour préciser qu'à l'entrée en vigueur du règlement, notre intention, c'est de mettre encore plus d'énergie sur ce sujet-là, sur l'inspection, que ce soit du collaboratif ou que ce soit du commercial, pour faire le suivi des dossiers qui sont des illégaux souvent ou des gens qui n'agissent pas selon les normes qui sont prévues à la Ville de Québec. Parfait, merci. On va poursuivre avec des questions en salle. Bonsoir, madame. Bienvenue. Bonsoir, je m'appelle Monique Gagnon, je reste à Charlebourg et je suis dans le mode hébergement collaboratif. Puis je comprends les effets, c'est-à-dire les objectifs visés de vouloir essayer d'enrayer tout ce qu'il y a d'illégal. Mais je trouve que ça pénalise ceux qui sont légaux. Moi, j'ai tout là ce qu'il y a de légal. J'ai l'avis de conformité hébergement touristique de la ville. J'ai le certificat de CITQ. Je respecte les 90 nuitées. Tu sais, je veux dire, on est capable en tant que citoyen de s'autoconformer. Puis quand c'est dans notre résidence principale, ben, tu sais, je pense que vous pouvez comprendre qu'on a tout intérêt à ce que ça se passe correctement. Puis je veux dire, il n'y en a pas de difficulté. Présentement, j'ai une dame, une Française, qui est présente avec son petit bonhomme de 7 ans. Donc, tu sais, il jouait dans la neige ce matin, il était tout content de jouer dans la neige, il a donné des pelles. Tu sais, ça se passe bien, puis ça nous permet une ouverture de rencontrer des gens. Tout ça, je trouve ça drôlement intéressant. À l'heure actuelle, ce que je comprenais là, des choses qui vont changer, c'est le 250 à chaque année. À l'heure actuelle, de la ville, on ne nous demande pas de sous. Au ministère du Tourisme, c'est 50 par année. Je trouve ça un peu plus raisonnable, 50 par année, que 250. C'est 250 pour une nuitée en hôtel, peut-être, mais en hébergement en résidence secondaire, en résidence principale, c'est vraiment pas le tarif, le 250. En tout cas, moi, je voulais juste vous dire que je comprends les objectifs. Je trouve ça louable. Je trouve que les gens qui se conforment et qui font ça correctement, ben c'est nous autres qui allons payer. Moi, j'ai tout ça. J'ai même eu le téléphone du ministère du Revenu là, pour s'assurer que tout était beau, tout était correct. Puis, je suis capable de m'auto-conformer. Je trouve ça plate de devoir passer à travers le processus, là, puis de payer 250 par année. C'est ce que je voulais dire. Je trouve ça abusif. Moi, je suggérais le 50 même chose que le ministère du Tourisme ou peut-être une moyenne de nuitée en hébergement en résidence principale. Je ne sais pas, c'est en bas de 100 OK. Merci, Mme Gagnon. Mme Coulombe-Leduc, vous souhaitez répondre? Oui? Oui, bien, d'abord, je veux vous remercier parce que je trouve que c'est tout à fait à votre honneur, madame, que vous respectiez la réglementation en vigueur. Merci. Malheureusement, il y a un proverbe qui dit où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, si on est obligé de venir resserrer la réglementation, en tout cas de vous proposer de resserrer la réglementation, c'est parce que malheureusement, une des plus importantes failles, je vous dirais en ce moment, au niveau de l'hébergement touristique qui se fait dans l'illégalité, c'est que souvent, les gens vont prétendre que c'est leur résidence principale puis qu'ils font de l'hébergement touristique collaboratif, alors que ce n'est pas le cas. Et que ce n'est pas ni leur résidence principale et qui dépasse largement le 90 jours et donc ils tombent dans le commercial. Et comme ça se fait dans l'illégalité, bien, on se prive collectivement de revenus de taxation qui sont pas faits. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de venir agir là-dessus. Pour venir resserrer, surtout, en fait, vous aurez compris que l'essence, en fond, du règlement, c'est d'avoir des preuves
comme en fait l'avis de cotisation qui démontre hors de tout doute que c'est bel et bien la résidence principale. Je voudrais revenir sur la tarification. C'est tout à votre honneur aussi d'avoir une tarification qui est pas gourmande, je vais dire, mais je vous dirais que le 250 là, dans l'hébergement touristique, même sur des plateformes qu'on ne nommera pas, mais qu'on connaît tous, là, je vous dirais que c'est très fréquent. Parfait, merci. On va poursuivre avec une autre question en salle. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir, mon nom est René Généreux, je suis de Saint-Jean-Baptiste. Un peu plus près du micro, vous pouvez le remonter. Mon nom est René Généreux, je suis du quartier Saint-Jean-Baptiste Oui. aussi. Dans ma rue, il y a encore de l'hébergement illégal, comme il y en a depuis longtemps. L'hébergement illégal, ça a brisé des amitiés dans le quartier. Moi-même, j'ai subi ça. Ça a beaucoup détruit aussi toute le tissu social qu'il y avait dans la rue. C'est plus du tout la même chose depuis plusieurs années que ça se fait. Puis c'est ça, il y en a encore 2 à ma connaissance qui font de l'hébergement touristique illégal juste dans mon petit bout de rue, là. Je voulais dire par rapport à ça, est-ce que j'ai bien entendu qu'avec le certificat là, d'autorisation, que les gens qui en font de façon légale vont demander, est-ce qu'il y a de l'affichage avec ça? Sur les maisons, que les gens font de l'hébergement touristique collaboratif, comme vous dites. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ce mot-là. Je vais juste finir là-dessus. Je ne comprends pas du tout cette espèce de petit jeu sémantique que vous faites entre collaboratif puis commercial, parce que c'est un échange d'argent. Vous venez de le dire avec les échanges de maisons. Quand il s'agit d'échange de maisons, il n'y a pas d'échange d'argent, c'est de l'échange de maisons si on peut le faire de façon libre. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une différence comme ça alors qu'il y a un échange d'argent entre collaboratif puis commercial? Parce que c'est du commerce qui est anonyme actuellement. Tout ce qui est fait comme commerce habituellement, il y a un affichage sur les maisons. Même dans le temps des couettes et cafés, dans le temps que ça existait, ça existe à peu près plus, c'était marqué sur leur maison qu'il y avait un couette et café à cet endroit-là. Pourquoi il n'y a pas d'affichage sur les maisons où se fait du Airbnb ou OK, merci, M. Généreux. l'hébergement Oui. Alors, légal? concernant l'affichage, puis ensuite concernant le terme hébergement touristique collaboratif. Monsieur Langevin? Oui, donc au niveau de l'affichage, l'obligation, c'est vraiment au niveau provincial d'afficher le numéro d'autorisation. Au niveau municipal, il n'y aura pas d'obligation d'affichage. Il est renouvelable à chaque année, mais surtout, ce certificat d'autorisation-là va être une exigence à SCITQ pour obtenir aussi le renouvellement annuel, parce qu'il y a un renouvellement annuel qui se fait à SCITQ. Oui. Donc, ça serait un petit peu, excusez-moi l'expression, inutile de faire un double affichage, tandis que le certificat d'autorisation municipale est un préalable au niveau CITQ. Ben, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'en tant que citoyen, c'est important pour nous de savoir c'est qui en fait de façon légale puis c'est qui en fait de façon illégale. OK. On ne le sait pas en tant que citoyen. Est-ce que là. vous parlez d'affichage comme extérieur sur le bâtiment ou Oui, sur sur les le bâtiment. plateformes web? Non, sur les bâtiments. OK. Qu'est-ce qu'il en est de l'affichage sur les bâtiments? Est-ce que c'est... Excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur, parce que les gens en ligne n'entendent pas de toute façon les commentaires qui ne sont pas dans le micro. Donc, on va y... Oui, monsieur Langevin? Présentement, l'obligation, comme je vous dis, est uniquement au niveau provincial. Je comprends bien ce que vous dites, mais il n'y a pas, souhaité actuellement qu'il y ait d'obligation au niveau municipal. Ça. Ben, en tant que citoyen, on est mal informé dans ce cas-là parce qu'il y a de l'illégal, puis il y a du légal, puis le citoyen, lui, il ne sait pas dans le quartier si cette personne-là, à côté de lui, ça fait du légal ou de l'illégal, puis ça fait des chicanes dans les quartiers. OK. Parfait. Tu sais, moi, je pense qu'éventuellement, il faudrait en venir avec un affichage sur les maisons. Pour ceux qui en font, c'est pas compliqué, là. S'ils en font légalement, qu'ils en fassent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais qu'ils en fassent parce que je trouve que c'est. On n'a pas besoin. Les touristes, il y a des hôtels en masse là, à Québec. Là, à un moment donné, il n'y a plus de Merci. logement pour les gens. Là. Merci, M. Généreux. M. Dion, vous souhaitiez Ouais, répondre? Oui. juste une petite précision. Là. Monsieur a raison là, quand il dit qu'il y a eu des changements provinciaux sur la façon d'afficher. Mais il reste que, encore aujourd'hui, autant sur les plateformes que sur le bâtiment, l'obligation est présente. Là. C'est au provincial que ça se passe, mais ils ont l'obligation d'afficher
pas avec des soleils, pas avec des étoiles comme auparavant, mais un numéro d'établissement, ils ont l'obligation d'afficher. Donc, s'il n'y a pas d'affiche, il y a lieu de croire que c'est fait de façon illégale. Là. Ça, c'est fort possible. Exact. Les deux sont écrits dans la loi. Là. Parfait. Alors, on ne vous entend pas quand vous ne parlez pas dans le micro. Est-ce que vous allez vous assurer avec les gens, est-ce que les gens vont être avertis qu'ils doivent qu'ils doivent l'afficher sur leur bâtiment qui font de l'hébergement Ben, touristique? je n'ai pas eu légal? l'occasion de le dire depuis le début de la rencontre, là, mais on travaille de pair avec Revenu Québec, qui sont les inspecteurs responsables de la loi provinciale. Alors ça, c'est vraiment eux qui doivent le faire. Quand on constate sur le terrain une situation qui est non conforme à leur disposition à eux, on fait des dénonciations là, au provincial. Est-ce qu'eux interviennent pour demander que ça apparaisse? Ça, je ne le sais pas. Ils ont plusieurs inspecteurs sur le territoire à Revenu Québec qui font le même travail que mon équipe. Je leur laisse leur volet. Nous, on intervient sur le nombre de nuitées. On interviendra sur le certificat d'autorisation et les autres dispositions qui seront prévues au municipal. OK, merci. Merci. On va poursuivre avec des questions en ligne. Daniel, si tu peux nous lire 2 ou 3 questions en ligne. On en a plusieurs. On a 19 questions en ligne. Oui, alors Nicole Dionne demande, est-ce que la Ville prévoit limiter le nombre de certificats d'autorisation par immeuble à logement afin de limiter les inconvénients liés à la sécurité? Donc, est-ce qu'on a un contrôle sur le nombre d'autorisations dans un même immeuble? Non, il n'y a aucun contrôle qui est prévu. Cependant, outre la réglementation de zonage, il y a aussi, dans le cas d'un immeuble locatif, il faut s'assurer que le propriétaire de l'immeuble accepte et est d'accord avec ce type de location-là. Et dans les cas des copropriétés, mais il y a des syndicats de copropriété aussi où il y a des chartes puis qui viennent réglementer là, justement cette pratique-là dans les immeubles. Donc, il y a tous ces éléments-là à vérifier là, préalablement. Très bien, justement, c'est une question de MJ Pelletier, à savoir sur qui repose la responsabilité de vérifier dans une copropriété que ce soit autorisé ou non. Est-ce que la Ville va faire une vérification? Non, à ce niveau-là, c'est vraiment le provincial. Là. Il s'agit pour ceux qui ont déjà fait l'exercice sur le site de la CTQ, de faire la démarche pour enregistrer une demande d'établissement de résidence principale, hein, qui est le terme utilisé au provincial, qui est finalement le pendant du collaboratif chinois à la Ville de Québec. Là. Et on doit déposer, le citoyen, l'autre futur, là, doit déposer une copie de sa charte de copropriété pour démontrer que c'est possible de le faire en copropriété. Alors ça, c'est vraiment un volet qui est aussi validé par les gens de la Corporation de l'industrie touristique avant de délivrer l'autorisation d'établissement de résidence principale. Très bien. Si je peux poursuivre, on a aussi une question de Camille B. Alors, pourquoi ne pas utiliser un formulaire en ligne pour demander les certificats d'autorisation plutôt que de devoir appeler le 311? La CITQ a refait son site dernièrement pour simplifier le processus. Donc, est-ce qu'il y a un formulaire en ligne ou il faut nécessairement parler à quelqu'un au 311 pour obtenir un certificat? Oui, M. Dionne. Ouais. Bien, pour l'instant, on a privilégié le 3.1. Là. C'est la façon de faire parce que c'est pas toujours, je vous dirais aujourd'hui en 2024, plus qu'avant, mais il y a encore des gens il y a une fracture numérique. Hein, donc, on veut s'assurer que les gens puissent nous rejoindre facilement. Puis à partir du moment où la personne appelle, le reste se fait de façon soit par la poste ou par courriel, évidemment. La personne aura le choix là, à sa convenance. Mais pour le moment, on a choisi le 3.1 et on ne voulait pas d'un Xème formulaire. Il y a déjà beaucoup de formulaires à la Ville de Québec en gestion de territoire là, pour faire des demandes de permis. Il y en a quelques-uns aussi. Donc, on voulait une prise en charge, si vous voulez, de façon globale, puis que ça se fasse de façon verbale pour que le reste se passe bien, là, puis puisse se dérouler là, le mieux possible. Donc, pour l'instant, c'est vraiment le 3.1, la porte d'entrée. On verra avec le temps si des ajustements sont nécessaires. Très bien. J'aurais peut-être une dernière courte question. Oui. Olga Poulina demande quelles sont les pénalités pour le non-respect du règlement? Encore de mon côté. Alors, les pénalités, actuellement, donc, chaque jour peut être une infraction. Et si on est une personne physique, donc une personne comme moi ou ma collègue Caroline, c'est 1 000 plus les frais. Donc, on parle d'une amende d'environ 1 400 Et pour une personne morale, je vous parle d'une personne morale, mais dans les faits, l'hébergement collaboratif, une entreprise, une compagnie ne peut pas opérer du collaboratif. Donc, ça ne tient pas là, pour ce type de
d'hébergement-là, mais pour une personne morale, les infractions au règlement d'urbanisme sont les mêmes, là. C'est 2 000 plus les frais, donc 2 500. C'est les deux amendes là, qui sont les plus courantes, là. Ce que On M. n'entend pas en Dionne, ligne. oui, pardon. Je vais peut-être compléter, peut-être mentionner que les montants d'amende que M. Dionne a précisés, là, c'est des montants d'amende qui sont prévus dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, là. Donc, c'est le maximum qu'on peut aller chercher actuellement. Tout à fait. Alors, on va continuer avec des questions en salle. Présentez-vous à nouveau pour les gens qui sont en ligne qui ne vous ont pas rencontré tout à l'heure. Oui, Émilie Roy, en fait, je prends parole pour le collectif L'ex-Placé des PJ actuellement. Je tiens à lever mon chapeau sur la révision de ces normes qui ont été identifiées comme un des principaux problèmes au niveau de l'itinérance et la disponibilité des logements lors de la vision itinérance Québec. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très visible, là, visible et prévisible aussi même. Donc, je tenais quand même à lever mon chapeau. Autre chose, en fait, si on parle, c'est pas disponible en ligne, les adresses. Tu sais, supposons que je loue une chambre à Québec. Je ne peux pas savoir s'il est légal ou il est illégal. Est-ce que ce serait possible, en fait, puis là, je vais parler en tant que citoyenne, là, ce serait possible qu'il y ait un registre, que nous, on n'ait pas accès aux adresses. Mais tu sais, tu écris l'adresse de la personne dans le carré, on va dire ça de même, et tu fais rechercher, ça te dit, tu sais, être certifié, non certifié. Si non certifié, ça peut te proposer d'envoyer l'adresse pour vérification. Tu sais, oui, il peut y avoir des erreurs, genre la personne n'a pas écrit le mot comme il faut, tout ça, mais reste que ça permettrait quand même d'avoir une plus grande visibilité de qu'est-ce qui vraiment, genre, tu sais, ça fait 50 fois que, genre, la personne, cette adresse-là ressort, mais c'est parce qu'on est, tu sais, c'est bien beau les pénalités, mais arrêtez de se donner le permis, là. Je veux dire, à 1 400 pièces par nuitée, déjà, si je calcule à genre 200 pièces, 90 unités par année, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, ton 1000 pièces, même si je le dépasse de 10 jours, 20 jours, à un moment donné, c'est comme, je vais être honnête, qu'il sent un peu, là. Donc, il y avait cet aspect-là, dans le fond, de pouvoir détecter à ce niveau-là. Puis, je sais qu'à un moment donné, tu sais, justement, vous dites, là, tu sais, les certificats résidentiels, voyons, Certificat d'autorisation. oui, pour les maisons résidentielles, en tout cas, je cherche. Maison principale, excuse-moi. Résidence principale, que ça va être avec Revenu Québec, thumb up, dans le sens où, justement, tu sais, je ne sais pas si ça se fait encore, mais ça se faisait assez couramment de trouver un bail au dépanneur à 25 $. Donc, d'envoyer une preuve de résidence principale via, genre, un bail que j'ai acheté au dépanneur 25 $. Tu sais, c'est comme je peux prouver que. Donc, c'est comme, je suis contente qu'il y ait des resserrements pour pouvoir éliminer, mais j'aimerais ça qu'il y ait encore plus pour qu'on puisse nous aider en même temps. Je comprends que vous avez une équipe plutôt réduite. Donc, si les citoyens ou si les organismes peuvent vous aider à un moment donné, épurer un peu pour que justement les personnes qui le font légalement puissent profiter de ce qu'ils font légalement, parce que je lève aussi mon chapeau, ce serait bien qu'il y ait des mesures que nous, on puisse vous aider sans en faire une petite mesure discriminatoire. Parfait, merci. Est-ce Peut-être que me M. lancer. John, oui, allez-y. Ben, écoutez, pour la liste, évidemment, jusqu'à maintenant, c'était difficile d'avoir une liste puisqu'il n'y avait pas de certificat d'autorisation. Donc, pour nous, ce n'était pas possible d'avoir cette liste-là. Par contre, sans dire qu'on s'y réfère uniquement, là, mais Bonjour Québec, donc la liste que le provincial rend disponible là, pour les gens qui cherchent un établissement, ben, peut aussi servir à vérifier certaines adresses pour voir si l'hébergement à une adresse donnée a reçu son autorisation. On veut éviter de dédoubler, d'avoir deux moteurs de recherche pour à peu près la même chose. Donc, je vous dirais que pour l'instant, nous-mêmes, on s'y réfère à l'occasion pour vérifier si l'établissement en question, bien que nous, on ne le contrôlait pas jusqu'à prochainement, là, si le règlement est adopté. Donc, on se servait de cette même base de recherche-là. Puis, à l'occasion, je ne cacherai pas qu'on appelait nos contacts chez Revenu Québec pour vérifier ce qu'il en était, là, qui permet de faire des échanges de communication comme ça là, par leur loi et leur règlement. Donc, ça, c'était votre première question. Pour la seconde, est-ce qu'il y en avait une seconde? Une question, une notion de bail. Ah oui. Oui, Ben, mais en c'est fait, un c'était plus commentaire. comme un commentaire Oui, OK. positif de justement d'éviter Ouais. d'avoir une plus grande procédure. Puis justement, tu sais, je comprends que vous ne voulez pas dédoubler, alors peut-être plus publiciser justement cette procédure via un site. Puis tu sais, genre encourager les gens. Tu sais, je ne dis pas d'encourager les gens à nuire, c'est encourager les gens à démontrer. Là, tu sais, il y a comme une différence quand même à faire. Donc peut-être plus publiciser justement via votre page ou quelque chose, un lien qui nous permet de nous peut-être faire une vérification ou
envoyer une adresse. Prends bien le commentaire. Merci. Parfait. On va poursuivre en salle. Oui, bonsoir. Bonsoir, Michel Mars, Comité des citoyens du Vieux-Québec. Donc, on accueille très favorablement, évidemment, cette modification réglementaire-là, parce que dans le Vieux-Québec, l'hébergement touristique collaboratif illégal est un fléau. Il y en a partout et ça se multiplie constamment. Et on espère qu'avec ça, ça va vous aider à faire plus de contrôle, parce qu'à l'heure actuelle, le contrôle est très limité et malgré tous les 3-1-1 que les citoyens peuvent faire, les gens continuent à faire de l'illégal sans problème, sans qu'il ne se passe rien. Donc, on va se croiser les doigts et espérer que ça soit mieux dans le futur. Deux, trois petites questions par rapport à ce certificat-là. À quoi ça va ressembler? Qu'est-ce qu'il va y avoir dessus comme information? Est-ce que ça va ressembler comme un permis quand on fait des travaux, ce genre d'informations-là dessus? Est-ce qu'il y aura le numéro de contrôle du CITQ qui pourrait aussi apparaître sur ce certificat-là pour faire le lien entre les deux? Je vous réponds à votre question. Oui, parfait. Ben, écoutez, oui, le document sera similaire à n'importe quel autre permis à la ville, là. Donc, on a un système qui gère l'ensemble des demandes de permis, puis le document qui va être délivré sera semblable, sur lequel on va mentionner vraiment hébergement collaboratif avec la période dont le CA est valide. À votre question par rapport, excusez-moi, l'autre élément, c'était? C'est l'élément du CITQ, le numéro. La CITQ, oui, pardon. Donc, nous, on est toujours le premier maillon d'une chaîne. Alors, quand on va délivrer le document, les gens partent avec pour aller faire leur demande à la CITQ. Alors, vous comprendrez qu'on ne reviendra pas vers le CA pour le modifier par la suite. OK. Entre autres, quand on parlait de la période de demande pour ces certifications-là, est-ce que ça va être une période durant l'année, exemple, à tous les mois de mars, à tous les mois d'avril, ou ça peut être n'importe quand dans l'année? Il n'y aura pas de période fixe? Il n'y aura pas de période fixe. OK. Exact. L'autre élément qui est plus, si on veut, plus important, puis je rejoins ce que l'autre monsieur a dit un peu plus tôt tout à l'heure. Donc, nous, le CCVQ, on demande expressément à la Ville que ce certificat-là soit affiché, qu'il soit visible pour que les citoyens, le voisinage, sachent ce qui est légal, ce qui ne l'est pas dans son quartier. Tout comme quand on fait des travaux où on doit afficher notre permis dans la fenêtre ou dans la porte de la résidence. C'est la même chose, on donne un permis de faire de l'hébergement collaboratif dans ton logement, mais à ce moment-là, affiche-le. À ce moment-là, ça règle le problème. Ça évite de se poser la question, il en fait-tu, il n'en fait pas, c'est-tu légal, c'est pas légal. Il est là. C'est pas un péché. Là, on donne un certificat, donc c'est permis, affiche-le. Donc, c'est ce qu'on demande, nous, de façon officielle, CCVQ, pour essayer de régler le problème. Surtout que cette modification-là veut justement assurer un meilleur contrôle, mais rendons-le visible pour justement faciliter ce contrôle-là. C'est la demande qu'on fait expressément. Merci. Parfait, merci. Merci, M. Masse. On va aller en ligne. On a des personnes qui ont levé la main en ligne, donc soit qui n'ont pas la capacité de taper leurs questions par écrit. Donc, on va vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro. Donc, on a M. Patrick Gentès. Donc, on va vous permettre d'ouvrir votre micro. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, oui, Patrick Gentès, je suis citoyen du quartier Saint-Émile et je pratique l'hébergement collaboratif dans ma demeure principale que je loue le sol chez moi. Moi, je me questionnais du fait que si la Ville de Québec devenait pas un petit peu trop sévère sur leurs demandes, si, disons qu'on parle du prix, je reviens au prix de la certification, si je compare avec les autres villes, comme par exemple Ville-Marie à Montréal qui est 54 $, le gouvernement du Québec est à 50 $. Ottawa est à 110 pour 2 ans, ça veut dire 55. On va voir New York à 145, Los Angeles à 185. Fait que moi, j'ai du mal à percevoir que 250 $ pour la ville de Québec, qui est amplement au-dessus de toutes les grandes villes, ben, pas toutes, mais de plusieurs grandes villes de l'Amérique du Nord. Puis au même lieu, j'amènerais le fait aussi des 90 jours. Si on compare ailleurs, on a des 120 jours, des 190 jours. 90 jours, là, ça représente 25 de l'année. Oui, tu sais, les hébergements, on fait ça aussi pour nous aussi nous apporter un revenu. C'est sûr que ça l'aide aussi aux touristes. Il y a beaucoup de touristes, des fois, qui n'ont pas les moyens d'aller dans les hôtels.
puis qui se penchent à rester peut-être plus longtemps dans la ville de Québec ou à venir visiter la ville avec des hébergements à moindre coût, là. Comme moi, vous parliez d'une nuit à 250 $. Moi, mon hébergement, là, avec les impôts enlevés et tous mes frais et tout, j'ai à peine 50 $ par nuit dans mes poches. Ça représente 5 de mon hébergement annuel qui s'en va en frais de certificat. En plus, il ne faut pas oublier les 50 $ du gouvernement du Québec. Fait que dans Parfait. le fond, la question, est-ce que la ville la voit un peu trop grand, un peu trop sévère comparativement au marché ailleurs dans le monde? Parfait. Alors, Madame Coulombe-Leduc, vous voulez répondre? Ben, je peux peut-être commencer, puis au besoin, là, les membres de l'équipe compléteront, mais j'entends bien là, les commentaires de monsieur. J'ai eu l'occasion, peut-être un peu plus tôt dans la soirée, là, quand Madame, dont le nom de famille m'échappe, mais de Charlebourg, Lindon, est venue au micro. Le 250 $, on pense que dans un contexte où, disons, on va au maximum des 90 jours qui sont autorisés pour de l'hébergement touristique collaboratif, considérant, comme je le disais tantôt, le tarif moyen pour de l'hébergement touristique, soit collaboratif ou commercial. On va faire un petit tour rapide là, sur les plateformes de ce monde qui le permettent. On voit que ça ne prend pas beaucoup de temps pour qu'on dépasse des tarifications qui sont au-delà de 200 $. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose que je souhaitais mentionner, j'entends bien aussi les commentaires de monsieur sur le 90 jours. Je vais peut-être nous rappeler, là, c'est quoi de l'hébergement touristique collaboratif? L'hébergement touristique collaboratif, c'est censé être dans une résidence principale. Une résidence principale, c'est une résidence qu'on habite en majeure partie du temps et où on y concentre nos activités sociales et familiales. Donc, bref, 90 jours, c'est 3 mois par année. Donc, quand c'est notre résidence principale, 3 mois par année, c'est quand même beaucoup. Donc, j'entends bien cela dit, mais on n'a pas l'intention à ce stade-ci de venir modifier, en tout cas à la hausse, le 90 jours. Et vous Parfait. ferez la Juste, certification, ils ne voudraient M- pas s'ajuster par Monsieur rapport au Dion, est-ce que vous marché. souhaitiez compléter? Ça va? OK, parfait. Merci. Donc, on va poursuivre avec une autre main levée en ligne. On avait monsieur ou madame Dominique Jeté. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro. Oui, on vous entend. Non, on ne vous entend pas. Votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Donc, on va y aller avec la prochaine personne qui avait la main levée, Nicoletta Akanga. Vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, on vous entend. Merci, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier le monsieur qui m'a précédé. Je le remercie pour tout le temps qu'il a pris pour faire cette étude comparative des tarifs à travers la province et même ailleurs. Et j'ai été vraiment surprise des chiffres qu'il a émis. Et cela m'amène à me demander si la ville de Québec a pris le temps de faire un benchmarking des tarifs qui sont pratiqués ailleurs, parce que je n'arrive pas à comprendre que Montréal demande 54 $ et vous demandez pratiquement le triple. C'est abusif. Dans un contexte où beaucoup de ménages peinent avec l'inflation. Et ce que vous dites sur le fait que le prix moyen d'une nuitée à Québec est de 250 $, sincèrement, j'aimerais bien voir quel genre d'appartement ou de maison se loue à ce prix-là. Moi, quand je veux aller à Montréal ou ailleurs, récemment encore, je suis partie à Montréal, j'ai pas payé ce prix-là. Donc, j'ai vraiment du mal à croire. En tout cas, je suis vraiment estomaquée de ce que vous demandez comme coût. Et ça sert à quoi une consultation publique si vous ne comptez pas changer les montants? J'ai l'impression que notre temps alors ne sert à rien si vous nous consultez, si vous ne prenez pas en compte nos commentaires. Première question. Ma deuxième, je l'ai posée dans le chat et j'ai été répondu partiellement. Pour notre part, nous, on est dans un processus de faire un Airbnb
On a déjà eu notre avis de conformité, mais par contre, on n'a pas encore reçu le numéro de la CTQ parce que les travaux sont encore en cours et ne sont pas finalisés. Donc, du coup, je me demandais, est-ce qu'on va payer le 50 de la CTQ une fois qu'on aura tout fini et autres, et payer à nouveau 250 ou l'avis de conformité qu'on a eu, déjà, il est valide, si oui, il est valide pour 1 an, 2 ans. Bref, j'aimerais comprendre un peu le processus parce que je suis un peu mêlée. Merci. Parfait. Alors, première question concernant les tarifs et le benchmarking par rapport aux autres villes. Est-ce qu'on a des réponses là-dessus? Monsieur Dion? Oui. Ben, Madame Coulombe-Leduc a bien résumé. Écoutez, là, on entend bien vos commentaires. On va y réfléchir. On va revoir de notre côté. Mais pour le moment, c'est vraiment ce montant-là qui est exigé, qui est prévu. Comme je le disais d'entrée de jeu, c'est un coût. C'est un coût qui est aussi associé au travail qui est fait de notre côté. C'est un coût qui se réfère également aux autres changements d'usage qui sont exigés, le coût qui est exigé pour d'autres changements d'usage dans la réglementation actuellement. Alors, on ne voulait pas avoir 2, 3 coûts distincts pour à peu près le même type de travail à faire, puis le même type d'exercice d'usage qui est requis. Donc, ça, c'est le premier élément. Pour la seconde question, la façon dont c'est prévu, alors vous aurez compris que à l'entrée en vigueur du règlement, les gens vont devoir venir pour un nouvel établissement. Là, je vais commencer par le nouvel établissement. Les gens vont venir voir la ville, vont obtenir leur certificat d'autorisation, vont ensuite passer à la CTQ pour obtenir leur numéro au provincial. Puis, pour une année, ça va rouler comme ça. Pour les gens qui ont déjà obtenu leur autorisation de la CTQ, parce qu'il y en a plusieurs qui ont déjà l'établissement de résidence principale, comme Mme Gagnon. C'est bien ça, Mme Gagnon? Alors, à chaque mois, la Ville va transmettre des avis à tous ceux qui sont déjà détenteurs d'un établissement de résidence principale parce qu'on a cette base de données-là de nos collègues de la CTQ. Alors, on va transmettre des lettres à ces propriétaires-là pour leur rappeler qu'ils doivent passer voir la Ville avant de renouveler au provincial l'année suivante. Alors, pour vous, madame, qui êtes à l'écoute, là, si vous obtenez votre autorisation de la CTQ en février, bien, on va vous transmettre l'année prochaine, en janvier, une lettre pour vous dire de ne pas oublier de passer à la ville avant votre échéance au provincial pour régulariser votre situation autant provinciale qu'au municipal. Parfait. Merci beaucoup. Merci. On va poursuivre avec une autre main levée en ligne, puis ensuite on revient en salle. Donc, Madame Ludivine Piacentil. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro, Madame Piacentil. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Moi, ma question, déjà, je vous félicite pour ce projet. En tout cas, moi, je suis tout à fait en faveur. Concernant les amendes, je sais que j'ai eu pour justement les Airbnb qui seraient illégaux. On me dit que c'est sur la loi de. Alors, j'ai pas vu vraiment toute la réponse. En tout cas, c'était en tout cas la ville concernant une loi où il y avait un plafond sur ces amendes. Est-ce qu'il y a un désir de votre part d'augmenter les amendes sur le sujet? Parce que je veux dire, sur les contraventions de Airbnb illégaux, en sachant que pour moi, j'habite sur la rue Saint-Jean, je fais face effectivement à plusieurs Airbnb illégaux et on voit justement qu'il y a eu plusieurs amendes. Mais vous comprendrez qu'avec 1 000 $ d'amende, quand on peut justement faire comme vous dites, environ 250 $ de la nuit, ça n'incite pas trop les gens justement à arrêter leur, euh, leur Airbnb illégaux. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un désir justement d'augmenter, surtout que là, on voit que pour être je veux dire, pour faire une demande de certificat, on demande quand même 250 $, mais quand il y a une amende, ben c'est quoi? C'est 1000, je pense, ou 1150 $. Je pense que si on veut justement combattre le Airbnb illégal, ben, il faut justement que les amendes soient un peu plus salées. Parfait. Monsieur Diane. Je peux peut-être débuter, puis Mme Coulombe-Leduc poursuivra au besoin, là, mais
Donc, comme j'ai mentionné tantôt, effectivement, l'amende est limitée par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ouais. Et c'est de cette loi-là que découlent les règlements d'urbanisme municipaux. Alors, on n'a pas, pour le moment, du moins, on n'a pas la possibilité d'augmenter ces amendes-là. Par contre, ce que la réglementation nous permet de faire, c'est de prendre des infractions à chaque jour. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on s'y prend. Alors, chaque jour est une infraction en soi. Et je dirais pour ceux qui se font prendre à faire de l'hébergement illégal, ben, c'est pas rare qu'on va signifier plusieurs constats à la fois là, pour que ce soit plus incisif, que ce soit plus qu'il y ait un impact là, réel sur la façon d'opérer. Ceci dit, bon, je pourrais vous donner quelques exemples que je ne ferai pas, là, mais il y a eu des montants d'amende assez importants là, qui ont été signifiés dans le passé, là, qui ont fait l'objet de décisions, puis qui ont fait aussi les manchettes dans les médias. Là. Mais on est capable de monter à des montants assez importants là, pour obtenir la collaboration de ces propriétaires-là. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. On va poursuivre en salle. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Ouais. Pierre Maheu, résident du quartier Saint-Roch. Moi, c'est plus sur les certifications que le monde doit afficher quand ils sont reconnus par le ministère du Tourisme. On est obligé de mettre une petite plaque, si je ne me trompe pas. C'est bien ça que M. Dion a dit. La plaque a changé. Autrefois, c'était la fameuse plaque avec les étoiles ou les soleils. Aujourd'hui, la réglementation a changé depuis quelques années, puis ce n'est plus ces panneaux-là qui sont requis. Je ne peux pas vous donner tous les détails parce que je ne travaille pas du côté de la CTQ ou de Revenu Québec, là, mais il y a une obligation assurément d'inscrire sur la porte, la fenêtre et sur les plateformes le numéro de l'établissement là, en question. D'accord. Fait que les établissements qu'on sait que c'est du Airbnb, je pense à un établissement, il y a 45 cadenas, c'était l'Airbnb dans le hall d'entrée, par exemple, ne pas le nommer, là, tu sais, grosso modo. Puis, j'ai jamais vu de plaque du ministère du Tourisme là-dedans. Il y a des machines à bouffe en masse, mais il n'y a pas d'autre chose, si on peut dire. Et moi, j'ai fait le tour. À un moment donné, je demeure dans le quartier depuis longtemps. Mon côté de rue, on est côté père. Nous autres, on n'est pas zoné Airbnb. L'autre côté, ben, j'ai plus de voisins, puis j'ai beaucoup de voisins en même temps. Le problème, c'est que je change 2 fois par semaine. Tu sais, grosso modo. Là, tu sais. Des fois, ce n'est pas toujours rassurant, puis ils ne savent pas à quel jour il faut qu'ils aillent porter vidange dehors. Ce qui me permet de téléphoner le 311 puis d'envoyer des photos d'à peu près 1 à 2 fois par semaine depuis quelques mois, discrètement, mine de rien. À un moment donné, à force d'amende, ils vont peut-être apprendre. L'éducation populaire, c'est un long processus, vous m'excuserez. Fait que, mais ma question, c'était plus si on passe ces plaques-là, puis qu'ils font du Airbnb, puis c'est pas discret, là. D'accord? C'est pas discret, je sais pas discret. J'exclus la série Les Lofts là-dedans. Parce que pour moi, c'est une chaîne d'hôtels, les Lofts. C'est pas du Airbnb, c'est des hôtels. Des hôtels, pas d'employés, mais bon. Fait que c'est un peu ça. Fait que s'ils n'ont pas cette accréditation-là, ils peuvent être trouvés coupables de pas d'affichage ou d'être Airbnb illégaux. C'est bien ça? Du côté provincial. Du côté provincial. Au niveau du Québec, à qui il faut acheminer la plainte à ce moment-là? C'est vraiment Revenu Québec là, qui est responsable de l'inspection. C'est vrai, non, quand on parle d'argent, c'est Revenu Québec au Québec. Je te remercie, c'est tout. OK, parfait. Merci. On poursuit en salle. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue. Oui, bonsoir, Marie-Ève Duchesne. Je prends la parole au nom du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. On a fait une petite présentation par écrit, fait que je vais vous la laisser aux fins de consultation. On va appuyer la demande de modification. Ceci dit, on n'est pas emballé. On n'est pas emballé parce que depuis des années, pour nous, la solution à l'hôtellerie illégale, c'est d'y aller dans le respect du zonage résidentiel. Puis on pense que cette mesure-là serait beaucoup plus permanente que là, encore essayer. On a vraiment l'impression qu'on essaye après ça de dire « Ah oui, ça n'a pas marché, fait qu'on va rajouter d'autres critères. » Puis là, ça ne marchera pas encore, puis on va aller rajouter un autre critère. Puis ça ne fonctionnera pas encore, fait qu'on va essayer de trouver un autre critère. Pour nous, depuis 2016, la solution qu'on avait trouvée pour protéger le parc locatif et pour protéger le tissu social, c'était vraiment de respecter le zonage résidentiel et de le permettre dans certains zonages de façon contingentée, comme on se contente, nous, du quartier Saint-Jean-Baptiste, comme par exemple pour la rue Saint-Jean. Donc, voilà, contente. Puis, dans notre dernier mémoire en 2019 sur l'enjeu, on soulevait des questions sur les ressources de la ville à ce moment-là. Donc, contente d'apprendre qu'effectivement, il y aura plus de ressources.
On dénonçait aussi beaucoup le fait qu'à l'époque, puis encore dernièrement à la ville, on m'a dit que ça reposait sur les plaintes là, des citoyens et citoyens. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on dénonce beaucoup quand on est dans un petit quartier où on se connaît voisins depuis très longtemps, de devoir dénoncer des gens avec qui on côtoie depuis plusieurs années, c'est pas évident. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Puis actuellement, la crise du logement est de plus en plus criante. Sur les données d'Inside Airbnb, c'est 90 logements entiers actuellement qui sont actifs sur le quartier. Plusieurs n'ont pas encore leur numéro de certification. Donc, on est un peu inquiète, puis on a des gros doutes que ça, on va l'appuyer parce que ça ajoute une démarche de plus, mais on pense qu'on se reverra d'ici 1 an ou 2 en consultation pour dire que l'hébergement touristique collaboratif ou tout autre hébergement touristique commercial, ça ne s'applique pas, ne pourra pas se faire dans le zonage résidentiel parce que ça deviendra une règle universelle et que ça sera beaucoup plus simple, selon nous, à appliquer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, monsieur en salle, et puis ensuite, on retourne en ligne. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Guillaume Béliveau-Côté, Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur. Un peu dans la même lignée que Marie-Ève. Donc, on trouve que c'est un petit pas en avant, un petit pas, étant donné la situation. Puis on se demande, en fait, on voit qu'il y a des mesures prises sur la définition de résidence principale, mais sur les autres éléments comme le 31 jours ou moins ou le 90 nuitées, est-ce qu'il va y avoir un renforcement prévu? Parce qu'on sait que c'est difficile de prouver qu'une personne a fait 90 jours dans une année. Il faut vérifier. On parle même de photos des voisins pour essayer de trouver les 90 jours dans l'année. Donc, on se demandait s'il y avait des mesures qui allaient être mises en place pour faciliter un peu le travail des inspecteurs, en fait. Puis, le 31 jours, nous, en fait, dans le quartier, on estime, en fait, le nombre d'hébergements illégaux à plus du taux d'inoccupation du quartier. Fait que c'est vraiment problématique. Puis, on voit de plus en plus d'hébergements sur les plateformes Airbnb offrir du 31 jours et plus, alors que les commentaires sur les hébergements sont aux semaines pratiquement. Donc, est-ce que aussi des mesures qui vont être prises pour essayer de faire respecter ce 31 jours-là? Donc, comme disait Marie-Ève, c'est une avancée, mais une petite avancée. On s'attendrait plus en période de crise du logement où le taux d'occupation est si bas et que les Airbnb viennent prendre des logements aux gens qui pourraient rester dans le quartier, puis qui fait vivre le quartier de façon comme un milieu de vie habitable. Merci. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va retourner en ligne. Daniel, tu avais une série de questions à nous lire. À Oui, toi la parole. j'ai quelques questions concernant les relevés de cotisation. Donc, on a Jonathan Castelotte ainsi que Philippe Huot qui demandent comment obtenir une autorisation si on a changé de résidence principale et que le dernier relevé d'impôt était à une autre adresse. Donc, essentiellement, ils avaient tous les deux la même question. Ils se demandaient comment procéder. Écoutez, ça sera pas bien compliqué. Il faudra faire les changements au gouvernement provincial ou fédéral et attendre possiblement une année avant que la mise à jour soit faite pour ensuite faire une demande d'hébergement collaboratif. Nous, ce sera le document qui sera exigé et tant qu'on n'aura pas ce document-là, l'autorisation ne sera pas octroyée. Très bien. Et ensuite de ça, sensiblement au même sujet, on a David Paré et Maryse Lévesque qui soulignent qu'il est très difficile de demander l'avis de cotisation. En quel honneur est-ce que la Ville peut demander ce type de document? On a Maryse, elle, qui dit qu'elle est propriétaire et qu'elle n'a pas le droit de le demander à ses locataires. Donc, Écoutez, réglementairement, la Ville peut intégrer ce document-là. C'est comme ça que c'est mentionné actuellement dans le projet de règlement, donc un document d'un gouvernement provincial ou fédéral. L'avis de cotisation, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on demandera qu'il soit caviardé. On ne veut pas avoir les informations qui sont nominatives ou qui sont confidentielles. Pour nous, ce sera le nom du propriétaire ou de l'occupant, puis le document comme tel qui doit être évidemment un document authentique là, et non pas factice. Mais c'est possible là, en vertu des pouvoirs à la Ville d'exiger ce document-là. Je comprends que c'est possible parce qu'on est une municipalité et non pas un simple particulier comme propriétaire. C'est ça. Parfait. Merci. On peut continuer, Daniel, avec d'autres questions en ligne?
Très bien. C'était plutôt un commentaire, je lis un commentaire de Julien Chapdelaine. Est-ce que vous considérez qu'un propriétaire louant sa maison 4 semaines par année à 4 familles différentes, une semaine chacune, pour diminuer ses dépenses de voyage, nuit à la disponibilité des logements? Ce logement ne serait pas disponible de toute manière. C'est simplement de l'hébergement collaboratif occasionnel. Donc, il a l'impression, je comprends que M. Chapdelaine a l'impression qu'on rate la cible si on souhaite libérer des logements. Oui, Madame Coulombe-Leduc? Bien, quand c'est fait, là, on s'entend, là, quand c'est fait justement dans le respect des règles de l'art, c'est-à-dire qu'on respecte les périodes là, de maximum 90 jours pour 3 périodes non consécutives de 31 jours et moins. Donc, le cas, par exemple, qui est nommé par monsieur correspond là, à de l'hébergement touristique collaboratif. Donc, dans ces circonstances-là, c'est pas ce genre de situation-là qu'on vise par la réglementation là, qui est proposée ce soir. Donc, il peut dormir sur ses 2 oreilles, monsieur. Parfait, merci. Daniel, on peut continuer avec une autre question en ligne, puis ensuite, on va retourner en salle. Très bien. Encore une fois, on est plus dans les commentaires. Donc, Jean-François Toulouse, la notion de résidence principale et le fardeau du 90 jours reposant sur la déclaration des voisins. Il sera Sur en la effet plus simple. délation. Délation, pardon. Ouais. Il serait fait plus simple d'interdire l'hébergement touristique en zonage résidentiel. Conflits entre voisins évités et dégradation de notre milieu de vie préservé. Donc, on était dans les commentaires dans ce cas-là. Parfait. Donc, on va revenir en salle. Bonsoir, madame, bienvenue. Bonsoir, mon nom est Mélanie Réaume. J'habite ici dans le quartier C'est-Sauveur. J'adore le quartier. On vit en ville depuis longtemps, moi puis mon garçon. On fait de l'hébergement touristique des petites portions du temps, pas par choix tout le temps. Puis on ne prive pas de logement à personne parce que c'est notre seule et unique résidence. Dans ce temps-là, on va vivre ailleurs chez quelqu'un qui nous héberge pour un petit moment. On a besoin de faire de l'hébergement touristique, puis je ne dois pas être la seule parce que les immeubles sont vétustes, ça coûte super cher vivre en ville. Moi, j'ai 2 questions pour vous. Je suis préoccupée par, c'est sûr, le prix. Comment vous avez fait pour arriver, dans le fond, à 250 alors que moi aussi, j'ai fait des études préalables là, pour voir c'était quoi ailleurs. C'est une première question. Puis la deuxième, c'est ce que vous nous dites que vous parlez avec Revenu Québec, vous parlez avec la CITQ. Qu'est-ce qui vous empêche de travailler davantage, travailler mieux avec eux pour récupérer les infos puis avoir une meilleure idée de qui fait de l'hébergement touristique dans le quartier puis faire le contrôle que vous voulez faire? Fait que ça, c'est ma question parce que les efforts que la ville met pour faire ça, elle ne les met pas pour autre chose. Actuellement, il y a une recrudescence de l'itinérance, des problèmes de santé mentale dans la ville. Je ne sais pas si vous marchez dans le quartier, mais c'est quelque chose. Il y a énormément, beaucoup plus de vandalisme aussi. Fait que je me demande, qu'est-ce que vous avez fait comme étude ou comme démarche, dans le fond, pour aller chercher l'information, mais autrement, sans recommencer encore de l'administratif, recommencer des bases de données, recommencer des choses qui existent déjà avec les autres organismes. Bien, pour ce qui est de nos communications avec Revenu Québec, je vous dirais que la loi et le règlement du côté provincial limitent la communication d'informations. Alors, on échange presque quotidiennement avec eux dans les limites de ce que le cadre réglementaire et législatif le prévoit. Mais l'idée, c'est d'éviter absolument de dédoubler le travail. Là. Ça, on veut pas ça. Puis, on dénonce des situations, eux communiquent avec nous pour nous faire part de certaines situations, eux interviennent sur leurs aspects à eux. Là. On parlait tantôt de l'affichage, on parle de ce qu'eux encadrent de leur côté, puis nous, on fait la même chose d'une autre. Donc, c'est vraiment complémentaire là, dans notre travail au quotidien. Alors, je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Là, ça répond. Par contre, vous faites la même chose. Dans le fond, la CITQ a déjà toutes ces informations-là. Fait que là, vous allez dédoubler notre base de données avec d'autres traitements, d'autres analyses. Non, c'est ce qu'on veut éviter. Oui, allez, continuez, oui. Ben, le certificat d'autorisation, il est déjà en place pour le commercial. On le fait déjà pour le commercial. Là, on vient intégrer la même chose pour l'hébergement collaboratif. L'idée, ce n'est pas d'avoir 2 bases de données, c'est plutôt de contrôler à notre niveau ce qu'on veut contrôler, ce qui doit être contrôlé pour le municipal, puis le provincial fait la même chose de son côté. À ce titre-là, vous avez raison, c'est un peu un dédoublement, mais on a une force de frappe qui est différente aussi. Ouais. Et la SCTQ, vous êtes 3 là, en ce moment. La CTQ ne fait pas d'inspection. La CTQ gère l'administratif, ensuite passe à Revenu Québec pour l'inspection. Oui, mais ils ont toute l'info. C'est ça. Oui, alors, Mme Coulombe-Leduc souhaite compléter. Allez-y.
Actuellement, là, quand on fait une demande pour faire de l'hébergement touristique collaboratif, hein, on a un avis de conformité comme ville à rendre pour s'assurer. Mais là, ce qu'on propose en fait aujourd'hui, là, c'est qu'au niveau des processus, on n'introduit pas de nouveaux processus. Le processus est déjà existant. C'est qu'on remplace l'avis de conformité par un certificat d'autorisation. Le certificat d'autorisation, dans le fond, la raison pour laquelle on l'introduit, c'est qu'on va avoir la capacité d'exiger une preuve solide que c'est bel et bien que la résidence qui fait l'objet d'une demande de certificat d'autorisation est bel et bien une résidence principale. Donc, ça, c'est super important pour nous. Puis, je comprends que vous respectez probablement les règlements et tout ça, mais comme je l'ai dit tantôt, la raison pour laquelle on est dans l'obligation de faire ça, c'est qu'il y a beaucoup de cas où on prétend faire de l'hébergement touristique dans une résidence principale et que ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'on introduit je dirais, l'augmentation au niveau, un resserrement, bref, je m'excuse, au niveau de notre vérification avant d'émettre un avis de conformité. Donc, M. Dion a bien expliqué à quel niveau la CFTQ n'intervient pas. Et donc, nous, au niveau de l'inspection, puis de la vérification de la résidence principale, on sentait le besoin de venir resserrer vraiment avant de pouvoir dire que oui, c'est permis. Après ça, j'entends bien aussi votre commentaire. Là, c'est revenu quand même à quelques reprises ce soir, la question du 250 $. Donc ça, on en prend bonne note. Merci. Parfait. Bonsoir, monsieur. Bienvenue au micro en salle. Oui, bonjour, Sylvain McDonald. Madame, excusez, là, j'ai un blanc de mémoire, j'ai des problèmes. Madame Coulombe. Coulombe-le-Duc. Est-ce que vous êtes inscrit sur Airbnb? Pas du tout. Alors, je vous invite à le faire. Parce que quand vous dites que c'est 250 $ par nuit, il ne faut pas oublier, puis je le fais depuis 10 ans, l'hébergement collaboratif à Québec, il ne faut jamais oublier qu'il y a les frais de Airbnb sur le total qui est présenté avec la photo. Il y a aussi la taxe d'hébergement, il y a aussi la TPS et il y a aussi la TVQ. Donc, si on veut rester dans des montants acceptables, à bas prix pour des jeunes qui veulent voyager, puis rester dans Québec, puis utiliser les services de transport en commun, puis de vélo, puis ainsi de suite, bien, il faut faire attention au prix qui apparaît à la photo. Donc, quand vous dites 250, je vous invite à vous inscrire sur la plateforme et aller voir. La majorité sont bien en deçà de 250. Ce n'est pas toutes les lofts de ici et là. Ça, c'est une première Pas chose. besoin d'être inscrite pour aller voir le prix, par exemple. Vous pouvez aller fouiller sans être inscrit. Oui, mais quand vous êtes inscrit et que vous cliquez, vous voyez tout l'ensemble des autres frais qui n'entrent pas dans nos revenus. Parce que moi, 250, je dois l'avouer honnêtement, je trouve ça indigeste. Quand je vais au marché et que je paye la caissière, je sors avec un sac de bouffe. Là, je paye 250, j'ai quoi? J'ai le privilège d'avoir un immense 6,5 dans Limoilou. Je fais de l'hébergement touristique. 90 jours, je pourrais en faire beaucoup plus que ça. C'est ma résidence principale, puis je loue une chambre dans mon appartement. Donc, comprenez-vous? Vous voulez 250, oui. Est-ce qu'on peut avoir un retour sur le 250? Parce qu'effectivement, 90 jours, à la somme d'activités qu'il y a à Québec, il y a des activités 12 mois par année. Il y a des gens qui viennent pour toutes sortes de raisons. Il y a de la place pour beaucoup plus que 90 jours par année. C'est le commentaire que je voulais faire. Puis, je dois avouer, monsieur Dion. Ça se pourrait-tu que vous voulez payer vos inspecteurs avec le 250? Je n'ai Monsieur- pas mentionné ça, moi. Monsieur OK, c'est noté. On a noté. Il y a plusieurs commentaires sur le tarif, là. C'est bien noté. Merci. On va continuer. On avait d'autres personnes en fil, des personnes qui n'ont pas pris la parole. Attendez, monsieur, il y a des gens en fil, là. Ah, OK, vous étiez juste allé vous asseoir. Excusez-moi. Allez-y, monsieur. Venez. Oui. Je m'appelle Honoré Charpenel. Chapdelaine? Charpenel. Charpenel. OK. Bonsoir. Je loue ma chambre dans mon logement. OK.
et j'étais persécuté par vos personnes. Je payais 3 800 $, pas 2 000 quelque chose. Et je deviens légal, je suis tout correct avec tout ça, là. Tout à fait, je fais mes permis, je fais tout. Mais moi, si je ne loue pas ma chambre principale, je l'autre 3 logements que ça m'appartient, que je loue normalement, je n'arrive pas à payer. J'arrive pas à payer l'augmentation qu'il y a eu de 2% à 8%, à 6% de la Banque nationale. Après, la Ville de Québec a monté à 5,8 les impôts. Comment vous ferez pour payer quand je suis retraité et je regarde, ma retraite, c'est presque rien. J'achetais ces 3 logements pour avoir un peu plus de revenus. Quand je n'arrive pas à payer tout. Comment on fait avec l'augmentation de l'assurance, l'augmentation de la vie? Quand même, il faut rentrer dans quelque façon d'avoir un autre revenu. C'est pour ça qu'on rentre, comme vous dites, dans l'illégal. Pourquoi on est dans l'illégal? Parce que la Ville et notre système social ne nous aident pas à nous qui on est des propriétaires. Merci beaucoup. Merci de votre commentaire. Monsieur en salle, oui? Oui, bonjour, je m'appelle Vincent Clément, citoyen du Vieux Limoilou et développeur immobilier aussi. Comme commentaire, je trouve que de rajouter tous les barèmes-là depuis quelques années, ça vient tuer l'essence même de l'hébergement touristique collaboratif. On s'entend que dans des situations comme le monsieur ici, quelqu'un qui loue sa chambre pour arrondir ses fins de mois et tout ça, ben c'est pas pareil comme quelqu'un qui en fait une activité illégale. Donc, je pense que là-dedans, il pourrait avoir peut-être éventuellement certains ajustements. Ensuite, on oublie aussi, il y a plusieurs années, nous, on faisait beaucoup de locations à la semaine à des travailleurs de l'extérieur. Aujourd'hui, ça rentre dans l'hébergement touristique. Est-ce que, dans le fond, si je loue une semaine à un travailleur, je fais de l'hébergement touristique collaboratif? Donc, je pense que ça a été aussi oublié au travers des années. Avant, on faisait des annonces sur Kijiji, loué à la semaine pour les travailleurs qui venaient de l'étranger, tout ça, de l'extérieur, qui venaient de Montréal, tout. Maintenant, ils doivent aller justement sur Airbnb. Il faut qu'on ait un numéro de CTQ. Moi, j'avais exemple des quadruplex qu'on avait transformé les appartements, qu'on louait les chambres pour justement des travailleurs qui viennent d'ailleurs, qui ne veulent pas payer les chambres d'hôtel à prix exorbitant. Puis là, maintenant, ben moi, ce n'est pas ma résidence principale, c'est un immeuble que je possède, mais je ne fais pas d'hébergement touristique, j'accueille des travailleurs. Puis là, maintenant, on ne peut plus le faire parce que si j'affiche sur la page Facebook qu'on accueille des travailleurs, que je ne joue pas sur Airbnb, que je ne joue pas sur aucune plateforme de location touristique, bien, je peux recevoir une amende pour faire un usage du sol qui est pour une durée de moins de 31 jours. Donc, je ne sais pas, est-ce que les inspecteurs ils vont appliquer si j'affiche sur Kijiji à nouveau parce que j'ai déjà eu une amende pour avoir fait une annonce sur la page Facebook de la compagnie qui était de 3 000 quelques dollars alors que le logement est encore en rénovation. Et depuis ce temps-là, j'ose plus afficher que ce soit sur Kijiji ou autre. Mais les travailleurs maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Puis est-ce que vous me rentrez ça dans la caractéristique d'être un touriste, quelqu'un qui vient de la Beauce pour travailler la semaine-ci ou que. Donc... C'est l'hébergement collaboratif. Ce que vous expliquez là, ça en est. Puis, on vous l'a bien expliqué ce soir, on veut remettre des logements long terme sur le marché pour les gens qui en ont besoin. Alors, que ce soit des travailleurs ou que ce soit des touristes, c'est l'hébergement court terme. Et c'est permis dans la résidence principale. Si vous louez un logement autre que votre résidence principale, c'est de l'hébergement collaboratif. Alors, si vous l'affichez ou si on apprend que vous l'affichez. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? C'est du collaboratif. Ah, pardon. C'est du commercial. Et à partir du moment où vous l'affichez, où on apprend que vous l'affichez ou vous l'offrez, ben, vous risquez de vous faire prendre encore une fois. Donc, les travailleurs, leurs seules options, c'est d'aller dans des résidences principales de des gens comparativement, ou même les maisons de chambre avant, certaines chambres étaient louées en location avec des baux, d'autres chambres étaient louées à des travailleurs à la semaine. Donc, ça, c'est vraiment. La semaine, en fait, ça n'a jamais été possible, hein, M. Clément. Ça a toujours été réglementé. Ça l'est encore plus aujourd'hui avec le provincial qui a modifié ses règles. Puis
la ville qui modifie ses règles au fil du temps. Alors, il y a possibilité, j'entendais un autre citoyen mentionner tantôt louer une chambre. C'est possible de louer une chambre dans son appartement, dans sa maison, mais il faut que ce soit loué à long terme, 31 jours et plus. On peut même en louer 4 dans une maison. Là, puis on en a beaucoup de ces gens-là qui font ça près des cégeps, par exemple, là, des sous-sols loués avec des chambres. C'est un autre usage associé qui est possible d'être fait dans une résidence, mais il faut que ce soit du 31 jours et plus. Il ne faut pas que ce soit du court terme. Autrement, on tombe dans cet Puis hébergement. Est-ce qu'il y a une façon pour, justement, moi qui ai, mettons, un quadruplex puis qui veut le faire exclusivement à des travailleurs sans louer sur des plateformes d'hébergement touristique, d'avoir un permis, un numéro, parce que on s'entend que justement, des fois, des immeubles plus vieux qui ne sont pas rénovés, c'est bon pour les travailleurs, ça coûte moins cher, mais c'est pas bon pour un Airbnb ou la location touristique parce que c'est pas attirant. Mais les travailleurs qui viennent, qui travaillent toute la journée, qui dorment la nuit, ils repartent puis ils retournent la fin de semaine chez eux. Il n'y a pas un moyen qu'on pourrait rajouter pour vraiment faire que ce soit un volet au commercial de dire, ben, regardez, vous n'êtes pas dans le zonage C10, donc vous ne pouvez pas faire de location touristique, mais vous pouvez louer à des travailleurs sur des plateformes autres, comme on parlait d'Home Exchange, que tu sais, dans le fond, vous avez dit qu'il y a peut-être une exception au travers de si on passe au travers de la plateforme d'Home Exchange. Est-ce qu'il y aurait une façon que les travailleurs puissent revenir à la semaine dans des endroits autres que dans une résidence principale ou dans un zonage commercial C10? Bien, c'est pas souhaité, hein, évidemment, là, pour l'instant, du moins. Là, puis je vous dirais même dans le futur, là, on ne peut pas, nous, commencer à gérer des canaux différents comme ça là, sur la clientèle. Cette clientèle-là, vous me dites qu'elle est travailleur, mais demain matin, vous n'avez plus de travailleurs, vous allez mettre un touriste dedans. Puis il y en a qui vont être prêts à louer, même s'ils sont des touristes. Ce n'est pas toujours tous les types de qualités. Les gens recherchent des différentes choses, hein, puis des différents coûts aussi. On a de tout là, sur le territoire, puis c'est correct comme ça. Là. Mais nous, on ne peut pas faire cette distinction-là sur le type de clientèle. Nous, à partir du moment où c'est de la location court terme, c'est de l'hébergement touristique. C'est bon, merci. Parfait. Alors, on avait encore deux autres personnes. Vous souhaitiez pour un deuxième droit de parole? OK. Ah non, vous n'aviez pas parlé encore. C'était dans l'autre consultation. ça. Oui. Alors, représentez-vous à nouveau pour les gens qui Oui, sont en c'est ça. ligne. Je m'appelle Charles-Olivier Carrier. Je suis organisateur communautaire au Comité Logement d'aide de Québec-Ouest, situé à Sainte-Foy, donc. Et j'habite le quartier Saint-Sauveur, d'ailleurs. J'ai habité pendant longtemps à Saint-Jean-Baptiste. Je voulais juste dire, je ne sais pas si on a le droit de faire ça, mais concernant le commentaire juste avant, je pense que ça exemplifie bien ce qu'on ne veut pas qu'il arrive avec un règlement comme ça. Là. Puis la raison pour laquelle, moi, à mon avis, la Ville doit adopter ce genre de règlement-là. C'est-à-dire, on veut essayer de protéger les logements là, offerts aux gens pour justement s'assurer qu'il y ait des logements, qu'il y ait une offre locative sur les territoires là, de la Ville de Québec. Puis c'est ça, je voulais juste souligner que moi, j'accueille aussi, comme les autres, là, tout à fait, comme les autres gens des groupes logements, tout à fait favorablement ce genre de règlement-là, bien que, bon, on reste un peu sur notre faim. Mais sinon, en fait, j'aurais une question, puis c'est pas, il n'y a pas de sous-texte à cette question-là, c'est une question tout à fait honnête. C'est-à-dire que j'étais là pendant les consultations en 2018, en 2019, puis à ce moment-là, comme on se tapait dans le dos, puis on disait oui, OK, comment on va faire pour appliquer ces règlements-là? On va essayer de faire un partenariat avec justement les plateformes. Parce que c'est difficile, le 90 nuitées par année. En fait, moi, puis j'appuie ce qui a été dit par mes collègues juste avant. Moi, j'ai de la misère à imaginer comment on va faire pour rendre ça applicable. Je comprends que la résidence principale, on prend action pour le rendre applicable, mais 90 unités, j'ai de la misère à voir comment ça peut être effectif autrement que par une collaboration avec ces plateformes-là. Là, je me demandais si vous aviez eu des communications avec eux autres, parce que je vais vous dire franchement, en fait, je vais révéler ma position. Je ne pense pas que c'est même possible de prendre des ententes avec ces plateformes-là. Là. Eux, ils ont une historique de briser ce genre d'entente-là dans le passé avec d'autres villes dans le monde, ailleurs dans le monde. Mais je me demandais s'il y avait eu quelque chose, s'il y avait une réflexion là-dessus, il y avait même eu une tentative de prendre, d'aller vers ce genre de voie-là. Ou bien, enfin, voilà. Je vous dirais, oui.
Madame Clon, vous vouliez répondre? Bon, écoutez, pour l'instant, non. On préfère contrôler ce qu'on peut contrôler nous-mêmes là, avant de, vous l'avez dit, là, avec les plateformes. Il faudrait gérer avec une multitude de plateformes. Il n'y a pas celles que celles qu'on connaît bien. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, d'intervenir auprès de toutes ces plateformes-là pour avoir des ententes, là, ça devient complexe, voire impossible. Là. Alors, on y va sur ce qu'on peut contrôler de notre côté. Pour ce qui est du 90 jours, bien, écoutez, vous avez raison, là, je ne peux pas tout révéler, mais c'est possible, là, mais c'est difficile. C'est difficile, mais dans certains dossiers où on avait la certitude là, que le 90 nuitées était dépassé, bon, on a fait des démonstrations. Puis parfois, quand on a des gens qui vivent ça à proximité et qui sont disposés à témoigner, ben, on va les amener avec nous à la cour municipale. Parfait. Alors, on va prendre une dernière question en salle. On n'a plus de questions en ligne, donc c'est votre deuxième droit de parole, mais je vous l'accorde. Oui, ben c'est Oui. juste une petite question, en fait, parce que je regardais sur le site, puis il n'y a pas d'endroit pour déposer des commentaires par écrit. Je me demandais si c'était possible là, d'ouvrir ça à tout le monde là, pour que ça soit, que les gens puissent se prononcer par écrit aussi. Oui, en fait, oui. Alors, comme ce n'était pas une modification qui était assujettie aux mesures complémentaires de la politique de participation publique, on n'a pas ouvert de consultation écrite de 7 jours comme on fait pour les changements de zonage dans les quartiers. Toutefois, vous avez mon adresse courriel sur la page web, donc vous pouvez m'envoyer un courriel pour me faire part de vos commentaires. J'en ai déjà reçu même avant la consultation publique. Ce soir même, j'ai reçu aussi un mémoire. Donc, vous pouvez me faire part de vos commentaires, puis ils vont être colligés dans le rapport de consultation publique. OK? Puis on a jusqu'à quand pour le déposer? Alors, c'est ça le défi, c'est qu'en fait, on souhaitait, donc les équipes souhaitaient déposer les modifications pour le conseil de ville du 19 mars. Donc, il faut, à ce moment-là, je vous dirais cette semaine là, pour me transmettre les commentaires. Oui, c'est ça. Ben, ça va être pour le conseil de ville où ça va être adopté, on va le rendre public à ce moment-là. Habituellement, on rend public le rapport de consultation après l'avoir déposé aux élus. Voilà. Il y a une main levée? On a, OK. pardon Il y a une Marie, main on a levée 2 en mains levées en salle, ce moment. Daniel. OK. Alors, oui, excusez-moi, on va prendre les 2 dernières mains levées en salle. Donc, monsieur ou madame Ola, on va pouvoir vous entendre. Oui. Vous pouvez ouvrir votre micro? Monsieur ou madame Ola? Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, en fait, ma question, je veux revenir sur les 90 jours là. Je ne comprends pas bien. C'est-à-dire que si on met le logement sur la plateforme, à partir du jour 1 où on le met, on commence par compter les 90 jours ou bien les 90 jours concernent le nombre d'hébergements. Alors, comment on calcule le nombre de 90 jours? Monsieur Dionne? Oui, je peux répondre. En fait, le 90 nuitées est valide sur l'année. Hein. Ce n'est pas à partir de la nuit 1 que le 90 jours s'écoule. C'est le nombre total de nuitées durant l'année complète. OK, c'est Parfait. Alors, on continue. Il y avait une autre main levée de M. Alain Ledoff. Vous pouvez ouvrir votre micro. Puis ça va être la dernière intervention pour ce soir. Oui, on vous écoute, M. Ledoff. Est-ce que vous êtes là? Alors, à ce moment-là, on ne vous entend pas, donc je pense que vous n'êtes peut-être plus avec nous. Donc, à ce moment-là, on va clore la séance de ce soir. Je vais donner le mot de la fin à Mme Coulombe-Leduc. Et je rappelle que la présentation et l'enregistrement seront versés dès demain sur la page web. Donc, merci beaucoup à vous toutes et tous là, qui êtes venus pour cette séance de consultation ce soir. Merci aux gens en ligne aussi. Donc, on va prendre l'ensemble des propositions et des éléments qui ont été soulevés ce soir. On va prendre ça en délibéré avec les équipes. Je vais peut-être juste revenir sur l'intention
en conclusion. Donc, je l'ai dit à quelques reprises ce soir, la raison pour laquelle on introduit, enfin, on propose d'introduire la notion de certificat d'autorisation, c'est qu'on sentait le besoin de venir resserrer les mailles du filet en lien avec toute la question de résidence principale. Donc, je l'ai dit à quelques reprises ce soir, on se rend compte qu'une de nos faiblesses, si je peux me permettre, sur la réglementation, c'est toute la question de la résidence principale. Donc, des gens qui prétendent faire de l'hébergement touristique collaboratif dans leur résidence principale, mais au final, un, ce n'est pas leur résidence principale. Deux, ils dépassent donc le fameux 90 jours, là, donc, qui a été évoqué à quelques reprises ce soir. Donc, c'est pour ça qu'on ressentait le besoin de venir exiger une pièce qui démontre hors de tout doute raisonnable qu'il s'agit bel et bien d'une résidence qu'on habite en majeure partie du temps, comme je l'ai dit ce soir, et où se concentrent nos activités sociales et familiales, et donc pour lequel on souhaite exiger un avis de cotisation. Ça s'inscrit dans notre plan accéléré d'habitation. L'action 15 du plan accéléré en habitation est entre autres de venir protéger le parc locatif, parc résidentiel existant. Notre objectif, je le rappelle, c'est d'ajouter à l'offre de Québec 80 000 unités d'habitation d'ici 2040. Ce ne sera pas que des nouvelles unités d'habitation. On pense aussi qu'il faut soit faire de la conversion ou venir protéger le parc locatif résidentiel existant. Donc, merci beaucoup pour votre participation, puis au plaisir. Merci à tous. Merci aux personnes en ligne. Donc, on va pouvoir terminer le webinaire. On avait encore plus d'une 50aine de participants en ligne. Merci à tous pour votre présence ce soir. Au revoir.